Table ronde intéressante. On va parler d'un thème que je trouve passionnant, repenser le marketing pour un futur durable. Avec les organisateurs, je crois qu'on vous a gâtés. On a voulu un casting que même aux États-Unis d'Amérique, ils nous envieraient. On a 2 experts de haut vol qui sont avec nous, qui vont venir me rejoindre sur scène dans quelques instants, pour pouvoir discuter de cette thématique qui, je pense, nous concerne tous, si vous avez un peu à faire avec des sujets de marque, de data, d'IA, de marketing. Je pense que ça va vous concerner et vous allez voir, c'est très intéressant. Les 2 invités, c'est un homme et une femme de marketing. Siem Dekili, elle est professeure en marketing. Elle est directrice de recherche à l'ESCA Beta CNRS. Elle est aussi auteure d'un ouvrage que je vous conseille de lire. Ça s'appelle Marketing durable. C'est paru en 2021. C'était chez Pearson. C'est un ouvrage d'ailleurs qui a reçu un prix, et pas n'importe lequel. C'est le prix Syntec FNEGE. C'est le prix du meilleur ouvrage de management. C'est pas rien quand même, hein, c'est pas rien. Siem, elle copilote depuis 2017 le groupe marketing et développement durable pour l'Association française du marketing. Et elle a un credo, vous allez l'entendre tout à l'heure, pas de greenwashing, mais du vrai green, le vrai. Ouais, on va chercher le vrai, le pour de vrai. Le deuxième intervenant s'appelle Emmanuel Faure. Il est directeur marketing et communication digitale chez Sigma. Sigma, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise numérique et c'est une entreprise qui est une entreprise à la fois engagée et une entreprise à mission. On reviendra sur ce sujet-là qui, je pense, je ne sais pas si vos entreprises sont des entreprises à mission, mais c'est aussi un peu un socle stratégique qui peut aider et qui peut permettre d'aller plus loin dans le marketing durable. Emmanuel, il a un mantra. Et probablement c'est faire mieux avec moins. Et il nous expliquera ce que ça veut dire et comment il s'y prend pour faire mieux avec moins. Je vais leur demander à tous les 2 de me rejoindre sur scène et de venir ici. Siem Dekili et Emmanuel Faure, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Installez-vous. Alors, je compte bien sûr sur vous pour, si à un moment donné, il y a un truc où vous avez dit, vous avez un point de vue différent, une question, vous levez la main, on vous passera le micro. C'est comme ça que ça fonctionne ici à Intelligence Marketing Day. Bienvenue à tous les 2. Peut-être une première question pour lancer un peu le sujet. Pourquoi une table ronde et un débat sur le marketing plus durable ou le marketing durable, Siem ? D'abord, un grand merci d'avoir cette opportunité d'être là devant vous, de m'enrichir des échanges, j'espère, que je vais avoir avec vous. Alors, pourquoi ce sujet ? Je vais insister sur 2 points qui me semblent très importants. Je pense aujourd'hui, il est admis que les activités humaines au sens large, qui comprennent bien évidemment les activités des organisations, les activités marketing, ont un impact et ont eu un impact en termes de changement climatique. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, on est tous d'accord là-dessus. Et pour autant, on remarque que les organisations, les activités marketing continuent à avoir cet objectif de croissance, donc continuer à vouloir croître. Et je pense que les objectifs restent toujours, le plus souvent, en tout cas pour beaucoup d'entreprises, tournées et motivées par une valeur entreprise. Et c'est vrai, quand on parle de valeur, là, on est au cœur du marketing. Et je pense aujourd'hui, c'est fondamental de s'interroger sur le rôle du marketing dans cette transition sociétale. Après, il y a un deuxième point, je ne vais pas être très longue, qui me semble très important, particulièrement stimulant en ce moment. J'observe que les débats sur le rôle du marketing dans la transition sociétale évoluent. Aujourd'hui, on dépasse peu à peu cette question, comment le marketing peut jouer un rôle en matière de développement durable, etc. Et il y a eu des critiques récentes, je ne sais pas si vous avez entendu parler, autour de la légitimité du marketing durable, remettre en cause quelque part la crédibilité de ce domaine. Ceux qui portent ces critiques s'appuient sur le fait que le marketing durable encourage un certain déni, ça veut dire qu'il donne une certaine légitimité à des entreprises pour verdir leurs images sans pour autant aller en profondeur, sans pour autant changer fondamentalement les modèles d'affaires. Et donc, je pense, et aujourd'hui, ça sera, j'espère, de toute façon, on aura l'occasion de revenir cette notion de marketing durable, de sa légitimité et comment, effectivement, ça peut aider
aider à encourager à la fois une production et une consommation vertueuse. Et Emmanuel, de ton point de vue, toi, pourquoi c'est important ? L'engagement de tous, moi j'ai entendu un mot tout à l'heure, là, juste avant, qui était le mot opulence. On est face à une opulence de communication, une opulence de produits, on est partout. Et la question du rôle du marketing et comment le marketing peut jouer un rôle dans la durabilité est discutée. C'est pas très clair. Et je pense qu'on a un vilain gros mot quand même, qui est le mot greenwashing, qui est présent partout et qui aujourd'hui vient nuire à ce que l'on peut apporter et ce que l'on peut permettre de faire progresser. Donc ça nuit à la capacité du marketing à constituer quelque chose de constructif et durable. Et donc on a un vrai rôle à jouer les uns les autres pour pouvoir construire quelque chose qui soit plus efficace pour tous. Je voudrais justement qu'on creuse un peu, pour celles et ceux qui sont avec nous, là. Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu ? Qu'est-ce qui est en jeu selon vous ? Emmanuel, qu'est-ce qui est en jeu ? Alors, quand je regarde chez nous, il y a plusieurs... je regarde Sigma. Sigma, on est une entreprise à mission, on est une entreprise du numérique. On a à la fois tous les métiers d'hébergement, du cloud, de cybersécurité, mais aussi tout ce qui est édition, intégration de logiciels. On est en B2B. Et le premier sujet que je regarde et que j'adresse avec les équipes, c'est la question de l'éco-conception. Donc, on a une question qui est toute la filière de production des solutions, depuis... je dirais l'idéation jusqu'à la fin de vie. Et comment, dans toute cette chaîne du marketing, du produit, de l'offre, du service, comment on peut retraiter la totalité de la chaîne et penser dès l'origine la totalité de la chaîne. Et quand je pense à la totalité de la chaîne, si je me ramène même à des produits de grande consommation, jusqu'au refurbishing des solutions, puisque ça va relativement loin. Donc ça, c'est un point. Ça nous amène à retravailler nos business models. Est-ce qu'on doit continuer à pousser, à développer, à construire des solutions qui offrent toujours plus de fonctionnalités. On en parlait tout à l'heure, encore juste avant. Peut-être que quand on fait un logiciel, il n'y a que 10% ou 15% du logiciel qui est utilisé, ou bien on a 80% du logiciel qui ne concerne que 2% de la population. Est-ce que ça a du sens ? Donc les business models, qu'est-ce qu'on veut vendre ? Aujourd'hui, on est dans un modèle aussi où plus les gens achètent, moins c'est cher. Ramener à l'individu, est-ce que c'est la bonne solution ? De pousser à la consommation. On n'est plus dans ces modèles-là. Et le troisième élément, c'est toute la partie communication. On est tous noyés les uns les autres. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ouvre ma boîte mail, j'ai entre 50 et 60 mails par jour. C'est tout ? De com. Rien que de com. Je ne parle pas des éléments de gestion interne. Que de com, que de pub. Je ne les ouvre même plus. Sans compter qu'on met en place des moteurs. Et là, on est bien placé à faire chez Sigma, puisque on fait de la cyber et on a tous les pare-feux qui vont bien pour essayer d'en mettre le maximum de côté. Mais on est noyé de cette communication. Donc, qu'est-ce qu'on envoie ? À quoi elle sert ? Donc, ça amène beaucoup de questions. Si je prends, donc, il y a le by design, qui est un enjeu très fort, donc l'éco-by design, le business model, et peut-être lutter contre une certaine tentation d'infobésité, on va dire. De ton côté, Siem, qu'est-ce qui est en jeu, en vrai ? Alors, pour compléter ce qui a été dit, peut-être à un niveau plus global, et par rapport aux critiques qui ont été adressées au marketing durable récemment, je pense qu'il y a un enjeu d'ailleurs d'explication pour mieux comprendre ce que c'est un marketing véritablement durable. Et après, bien évidemment, il y a l'enjeu de sa mise en œuvre dans les organisations. Mais d'abord, il faut comprendre. Et je pense, pour expliquer ce que c'est le marketing véritablement durable, il y a 2 points qui me semblent essentiels. D'abord, on ne peut pas envisager de marketing durable sans que cela ne provienne d'une stratégie globale au sein de l'organisation. Ça veut dire que des marketeurs peuvent avoir toutes les bonnes volontés du monde, mais si au niveau stratégique, il n'y a pas cette volonté, il n'y a pas une ligne directrice qui veut aller vers effectivement une voie plus durable, bien évidemment, les marketeurs se trouvent démunis. Souvent, cela vient de dirigeants engagés. Et même s'il s'agit d'un volet stratégique, je trouve que le marketeur a un rôle à jouer, notamment à travers des initiatives sous forme bottom-up, où effectivement le marketeur peut être aussi porteur de bonnes idées, peut-être aussi un acteur dans l'organisation pour diffuser ses valeurs autour de la durabilité. Donc il peut vraiment avoir un clé en lien avec cette stratégie globale. Et après, le deuxième point essentiel, c'est la question de la triple valeur. C'est vrai que, pour revenir à cette notion de valeur qui est fondamentale au marketing... C'est quoi la triple valeur ? Tu peux nous expliquer ? Tout à fait. Donc effectivement...
historiquement, et dès les premières définitions de ce que c'est le marketing est là pour créer de la valeur. Et pendant longtemps, on a mis l'accent sur la valeur entreprise et la valeur consommateur. Le marketing durable est venu pour rajouter et insister sur une troisième valeur, qui est la valeur étendue, cette valeur environnementale et sociale. Alors, le problème que s'est posé, c'est ça peut-être qui était une source de cette critique, c'est que les entreprises, même celles effectivement, qui essayent de faire des efforts en faveur de la durabilité, vont quand même adopter une posture, ce qu'on appelle gagnant-gagnant. Ça veut dire elles vont même sélectionner peut-être les actions durables qui vont les servir, et notamment à court terme. Donc on va sélectionner quelques actions qui, à court terme, vont peut-être permettre d'avoir une image de marque assez favorable, fidéliser des parties prenantes, etc. Et donc, on est le plus souvent dans des postures qui permettent de limiter quelques externalités négatives. Or, dans une logique de marketing véritablement durable, il faut vraiment aller dans le sens où tendre vers ce qu'on appelle aujourd'hui des effets nets positifs. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser à toutes les externalités négatives, essayer de les limiter et en parallèle maximiser les externalités positives. Et après, sur cette place de valeur étendue, c'est vrai que jusque-là, avant tout, et même pour les entreprises qui font des efforts, ça reste quand même avant tout la valeur entreprise, la valeur consommateur, et la valeur étendue, elle est le plus souvent reléguée à un second plan. Or, effectivement, il faut que cette valeur-là, en tout cas c'est ce que le marketing durable prône, cette valeur étendue, il faudrait qu'elle prenne de plus en plus de place dans les préoccupations des marketeurs et des organisations. Donc si je résume, c'est moins réfléchir pour son propre nombril, mais plus réfléchir pour les autres. C'est ça, Emmanuel, tu as compris ça ou tu vois autre chose ? Oui, moi je traduis ça un peu autrement. Je dis qu'on a été construit, on a été formé en marketing, en business, à travailler à la performance économique des entreprises. Alors, sans performance économique, il est clair qu'il n'y a pas une entreprise qui va survivre et qui va rester longtemps. Mais la dimension de la performance sociale, la performance environnementale est complètement liée. Et moi, je pense que l'un peut servir l'autre et l'autre peut servir l'un. Et c'est là où tout est intéressant dans cette structure-là. C'est que si on pousse un tout petit peu plus le raisonnement, alors s'il n'y a pas la performance économique, c'est clair que vous pouvez faire toutes les propositions du monde, ça ne fonctionnera pas. Mais si, sans aller chercher très loin, en poussant un peu, on peut amener de la performance sociale ou de la performance environnementale dans les propositions que l'on fait, dans ce qu'on construit. Et j'ai un certain nombre d'exemples. Quand on travaille, on a une offre de logiciel pour la gestion des supply chains et toute la gestion du transport. Quand on met en place une fonctionnalité pour optimiser un plan de tournée pour les camions, c'est top pour le chef d'entreprise, parce que nécessairement, lui, il va consommer moins de pétrole. Donc, moins de fuel, c'est tout de suite sur la pompe, ça se voit, et à la fin du mois. Mais c'est aussi bon pour la planète, c'est moins de carbone. Donc, comment on met ça en valeur, comment on est capable de le mesurer? Donc, ce n'est pas nécessairement des choses qu'il faut opposer, c'est des choses qui sont complémentaires. Il faut juste l'avoir pensé, l'avoir identifié, et le mettre dans ses priorités d'action, et à ce moment-là, on fait la différence. Donc, ce n'est pas une chose en plus, c'est avec. En fait. C'est avec, ça, exactement. Siem, parce que le sujet, c'est souvent quand on parle de marketing durable, etc., certains disent « Ouais, ok, c'est super, mais moi, à la fin de la journée, mon boss ou machin, j'ai des objectifs, j'ai des résultats, il faut que je ramène plus ou que je dépense moins, enfin bref, peu importe. » Comment on s'y prend très concrètement pour arriver à loger ce « avec » Siem? Quels conseils on pourrait donner? Alors, vous touchez un point très important qui amène à la question de la mesure. C'est vrai que vous le dites très bien, les marketeurs aujourd'hui, le plus souvent, sont évalués sur la base d'indicateurs de performance très classiques qui proviennent quand même d'un marketing conventionnel qui a toujours poussé à la consommation, à la production. Je pense aujourd'hui, pour qu'on arrive à ancrer cette notion de valeur étendue, cette durabilité dans les pratiques du marketing, il faudrait réfléchir. Et là, j'entends académique et professionnel, parce qu'à la fois, je suis universitaire, mais je fais partie aussi du collectif responsable de la DTEM, donc je côtoie beaucoup de professionnels en marketing. Et c'est vrai que je trouve au final, aujourd'hui, on arrive au même point, tous académiques et professionnels, on se pose à peu près les mêmes questions. Comment peut-on ensemble faire évoluer ces critères, ces indicateurs de performance pour intégrer les aspects de la durabilité, pour ne plus évaluer les marketeurs sur la part des ventes ou sur la quantité de produits vendus? Emmanuel, ça veut dire qu'il faut revenir à des fondamentaux, il faut revisiter, il faut reprendre les bases par les bases, si on suit ce que nous dit Siem? Oui, on peut dire ça comme ça. J'ai monté un atelier, alors on est devenu entreprise à mission depuis juin de l'année dernière, et suite à ça, le premier
je dirais, action qui a été mise en place. C'était de réunir l'équipe marketing et puis de dire, ben, voilà, nous concrètement, qu'est-ce que ça peut devenir, qu'est-ce que ça peut faire. Et le premier élément, quand on est ressorti de ça a été de dire, finalement, il faut faire moins de communication pour faire plus. C'est pour ça que ce mantra que tu disais tout à l'heure, oui, c'est bien un peu ça. Il faut faire moins pour faire plus. Ça veut dire quoi quand on le traduit en termes marketing? Moi, j'ai mes chargés de marketing qui très souvent me venaient, ouais, on a une super campagne, on a 8000 cibles. Je dis, ok, c'est bien 8000 cibles. Tu vas envoyer 8000 mails, tu vas envoyer 8000... Mais ça va donner quoi? C'est quoi le résultat? Et très souvent, la question de est-ce que ma campagne est utile? Et est-ce que j'ai besoin d'adresser 8000? Donc, retravailler mes fondamentaux, dire est-ce que ma cible elle est bien délimitée, elle est bonne? Alors, on peut parler de persona ou pas, mais est-ce que ma cible elle est bien identifiée, elle est claire? Est-ce que ma database elle est claire? C'est quoi mon taux de délivrabilité sur une database? Quand on a une taux de délivrabilité qui atteint des 15%, faut se poser la question, ça valait le coup d'envoyer un mail? On voit nos taux de transformation, les taux de clics, les taux de remplissage de formulaires, etc., qui se cassent la gueule partout parce qu'on alimente trop. Finalement, si on redescend à nos fondamentaux avec une bonne cible, une bonne base de données, un bon message bien porté, ben finalement, on ne va pas baisser la qualité, on va plutôt augmenter la qualité, on ne va pas baisser le résultat de sa campagne, on va juste moins alimenter le marché de mails inutiles. Donc on fait du durable. C'est hyper concret, c'est très simple. Mais donc on a engagé des travaux qui sont remettre à jour toute la base de données, retravailler, nettoyer tout ce qui est à nettoyer, repenser nos cibles. On a fait une grande grille Excel avec toutes nos offres, tous nos personas avec qui on veut communiquer. Repeigner, ligne à ligne. Et on refait élément par élément pour pouvoir construire quelque chose qui soit plus efficace. Mais quand je vais voir le patron que je lui dis on va envoyer moins de communication, on me regarde avec des grands yeux. Non, on a besoin de notoriété, on a besoin d'être présent, on a besoin d'alimenter le marché. Oui, mais ça ne sert à rien d'envoyer des choses qui ne servent à rien, quoi. Justement, est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui sont directeurs marketing et communication? Levez la main, s'il vous plaît. Super, je vais aller vous poser une question. Je vois Cindy qui est au premier rang. Bonjour Cindy. Toi, tu es directrice marketing et com de chez Cision, c'est ça? Comment tu réagis aux propos d'Emmanuel? Très bien, parce que c'est exactement la voie que j'ai menée. Alors, on n'est pas encore sur un marketing de décroissance dans le sens où le chiffre d'affaires compte. En revanche, ça fait 4 ans que d'année en année, en termes de génération de leads, je suis à moins 20, moins 25%, parce que justement, on fait moins et c'est pas grave. Par contre, ma difficulté, c'est aller expliquer ça aux États-Unis. Et la peur du vide, mais c'est terrible. Hein. Moi, j'ai des fois, ils m'appellent, ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe là dans 2 jours? Pourquoi il n'y a rien pendant 2 jours? 2 jours, c'est quand même pas fou, quoi. Et on en est là. Donc, comment habituer les gens au vide, au rien? Et rien, c'est pas si rien que ça, comme vous dites. Pendant ce temps-là, au travail, pour faire Emmanuel plus propre. va nous donner une réponse. Qu'est-ce que tu leur dis à tes Américains, justement, quand il y a la peur du vide? Tu leur dis avec pas de gros mots. Hein. Honnêtement, je leur dis rien. À la fin, le chiffre d'affaires parle, mais heureusement que j'ai ça, parce que. D'accord. Ouais, donc les résultats sont là, mais ouais. Super. Merci Cindy. Emmanuel, tu réagis comment? Première réaction, c'est qu'en fait, on n'a pas nécessairement baissé le nombre de campagnes. Ce qu'on a baissé, c'est le nombre d'envois dans les campagnes, en fait. Et c'est le volume de cibles où on essaye, hein, parce que c'est un travail perpétuel. Hein, on a essayé, c'est faux. On essaye tous les jours de réduire le nombre d'envois par campagne et d'être plus pertinent. Et toutes les campagnes aujourd'hui qui visent à travailler sur des micro-cibles, avec un discours qui est bien porté, je pense en B2B, puisque moi je suis en B2B. En B2C, ça réagit peut-être différemment. Mais va chercher à alimenter pièce à pièce chacun des interlocuteurs, et donc ça permet de lui porter un message qui va au cœur aussi. Alors c'est beaucoup de boulot en amont, hein, parce que faire une campagne pour 100 000 ou faire une campagne pour 5 000, c'est le même boulot, hein, voire pire, parce qu'il faut rentrer et avoir une meilleure compréhension de son comportement pour pouvoir adapter son message. Donc c'est peut-être même encore plus pointu. Mais je préfère qu'on en envoie à 5 000 plutôt qu'à 100 000, et d'amener la même efficacité, d'amener le même volume de leads, le même d'opportunités marketing pour alimenter mon réseau commercial. Siem, dans les travaux que tu peux faire avec tes pairs sur ces sujets, finalement là j'entends un peu le mot-clé qui m'est venu en vous écoutant, c'est un peu aussi ce renoncement. Comment tu vois les choses sur le renoncement, justement?
Alors c'est un sujet très intéressant parce que, et d'ailleurs je pense la conférence tout à l'heure voilà, a beaucoup fait écho ça, à ce que... Marc Rinement. Tout à fait, et pourtant on est sur des sujets un peu différents, mais je me dis au final, ce que je prône, notamment autour de cette idée de renoncement, il sert sans doute la durabilité, mais ça a du sens parce que le consommateur, par exemple en face, il a aussi des capacités cognitives limitées, et donc voilà, ça peut effectivement servir à différentes causes. Alors effectivement, par rapport à la question de l'offre, voilà, pour revenir sur cette idée de renoncement, je pense bien évidemment on ne peut pas envisager un marketing durable si effectivement on ne va pas avoir une réflexion assez approfondie autour de l'offre et l'évolution de l'offre sur le marché. Il y a beaucoup d'efforts, par exemple, qu'on observe dans les organisations autour de l'éco-innovation. Donc on va essayer d'innover, ça a été dit tout à l'heure, innover pour apporter des solutions à des problèmes environnementaux et sociaux, innover aussi pour limiter, optimiser la qualité écologique des produits. Et je pense on entend très peu cette idée de renoncement. Ça veut dire comme s'il faut absolument et toujours continuer à proposer quelque chose. Or, je pense qu'il y a des projets, ne serait-ce que des projets d'éco-innovation, qui aujourd'hui sont très peu compatibles avec les enjeux de durabilité, très peu compatibles avec les limites planétaires. Et il faudrait oser avoir ce courage aussi à un moment donné de dire non, ça c'est un projet qui va avoir finalement beaucoup d'impact, même si on peut faire des efforts en matière d'écologie, mais au final le bilan va être quand même assez conséquent, et prendre la décision de renoncer à ces projets d'innovation. Pour faire le parallèle, nous pareil, la question se pose aussi sur le plan de la recherche en marketing. Et avec les collègues, et ça fait écho aussi à des publications récentes que nous avons fait, un chercheur qui s'attaque à un sujet en marketing, il faut aussi se poser la question de l'impact sociétal de cette recherche. Est-ce que mon sujet aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple du marketing expérientiel ou sensoriel, qui effectivement avant tout a pour but de mettre les consommateurs dans des conditions favorables afin de passer plus de temps dans les magasins, acheter plus, même sur le plan de la recherche, c'est vrai, ça interpelle, et de plus en plus. On se dit, est-ce que c'est encore en phase, ces sujets-là, par rapport effectivement à tout le débat et la réalité, qui est celle des limites planétaires et du changement climatique. Voilà, c'est le mot qui me vient, c'est courage aussi, en fait. Renoncement, courage, ça va de pair. Emmanuel, tout à l'heure, tu nous parlais de Sigma, entreprise à mission. Dans la salle, est-ce qu'il y en a qui travaillent dans une entreprise à mission? Si oui, est-ce que vous pouvez lever la main? C'est bien ce qui me semblait. C'est très rare. Emmanuel, toi, tu as participé à cette transformation de Sigma. Qu'est-ce que ça veut dire devenir une entreprise à mission? Parce que quand je vois dans la salle, effectivement, personne n'est dans une entreprise à mission. Je ne sais pas comment tu réagis à ça. Et on y va comment, en fait? C'est pas surprenant. Il y a 1600 entreprises à mission en France. D'accord. Donc, quand on ramène ça à l'échelle du nombre d'entreprises, où on est quelques millions d'entreprises, c'est sûr que ça ne m'étonne pas nécessairement. Encore que l'ouest de la France est très engagé sur ce sujet-là. Entreprise à mission, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a changé les statuts de l'entreprise et on a rajouté dans les statuts de l'entreprise une raison d'être. Ouais. Donc, à quoi on sert? Et alors, on peut y décrire ce qu'on veut. Là, on n'a pas de limitation. Mais entre autres, nous, on y a mis nos engagements sociétaux et environnementaux dans la raison d'être et des objectifs de mission sur lesquels nous serons audités annuellement pour voir si nos actions, nos actes, sont conformes avec l'engagement que nous avons pris dans ces nouveaux statuts d'entreprise. Donc, c'est vraiment un changement juridique dans le fonctionnement de l'entreprise. Et l'entreprise est pilotée maintenant 100% là-dessus. En faisant ce travail-là, on a retravaillé également le repositionnement de la structure pour afficher notre engagement. On a créé une nouvelle baseline qui est numérique à impact, puisqu'on est une société du numérique. On parlait du marketing digital, mais finalement, c'est peut-être aussi pour ça que je suis très engagé dans ces sujets-là de la transformation du digital durable ou à impact. Mais numérique à impact, c'est pour marquer l'engagement de l'entreprise. On cherche à avoir de l'impact économique, social et environnemental pour nos clients, pour nos partenaires, pour nos parties prenantes, pour nos salariés, pour l'ensemble de l'environnement avec lequel on travaille. Et donc, nécessairement, le marketing doit s'inscrire à l'intérieur de ça. Quand on parlait de renoncement tout à l'heure, nous, ça fait partie des sujets qu'on a au cœur du comité de direction, de réfléchir à quel renoncement, à quoi on est prêt à renoncer. Mais typiquement, on est prêt aujourd'hui en termes d'offres, d'aller dire à des clients, aujourd'hui, tu utilises tous ces serveurs-là, ils fonctionnent 10 minutes par jour, est-ce qu'on ne peut pas le fermer? Ça nous fera moins de revenus, parce qu'on va transférer ces activités-là sur un autre serveur qui soit plus pertinent, plus efficace.
Et pour faire ça, il faut monitorer. Donc on met en place des systèmes et on vend du service additionnel. Donc on arrive à compenser une partie du chiffre d'affaires. Mais finalement, ça ne coûte pas plus cher pour le client. Mais on lui apporte une dimension de mesure sur l'impact carbone de ces solutions, de ces infrastructures, de ces solutions informatiques. On lui permet d'optimiser ça tout en donnant un petit plus qui est un petit plus pour la planète. C'est quand même chouette. Super. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux participants justement sur ce sujet? Comment on peut amener un marketing plus durable pour je pense, un futur qui aura le mérite d'exister, de renforcer la marque? Siem, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors, le conseil, peut-être prendre en compte la complexité du sujet. Je pense c'est vrai qu'on en parle, c'est un sujet qui est de plus en plus banalisé, on l'entend partout, hein, ce sujet de durabilité au sens large, le marketing durable, et ça donne parfois l'impression que c'est, voilà, en un clic de doigt, tout va changer, peut changer. Il n'y a qu'à Faucon, c'est dans les slides et super. Quoi, voilà, ça, okay. Exactement. C'est très complexe. Alors pour différentes raisons, je vais donner peut-être juste un ou deux exemples. Il y a ce phénomène de green gap, donc vous avez sans doute entendu parler, ce décalage entre les sensibilités individuelle des consommateurs et puis voilà, comment transformer tout ça en pratique, en comportement. Ça fait écho à la conférence tout à l'heure, mais là je vais l'aborder sous un autre angle. Il y a différents freins individuels, sociaux, culturels, économiques qui font que les individus, même dans le cas où il y a cette sensibilité écologique, ça ne va pas donner lieu à des comportements vertueux. Et donc, il y a différentes, d'un point de vue marketing, il y a différentes actions à mettre en place. Par exemple, en termes de communication, c'est vrai que pendant longtemps, on a mis l'accent quasi exclusivement sur l'argument écologique, c'est-à-dire essayer de vendre un produit sur la base de son bénéfice environnemental ou social. On se rend compte que ça délimite. Ce n'est pas ça qui va permettre d'élargir le marché des produits durables. Pour aider à le faire, il faudrait, voilà, aujourd'hui on parle de coût-bénéfice. Il faut se rappeler que le consommateur achète avant tout un produit pour un bénéfice individuel, tourné vers soi. Ce n'est pas parce que c'est écologique. On n'achète pas un produit parce qu'il est écologique. S'il est écologique, ça peut être peut-être un plus pour certains consommateurs, pas tous d'ailleurs. Et sinon, on achète tous un produit avant tout voilà, pour une utilité individuelle. Et je pense en termes de communication, c'est important de mettre l'accent, de prouver au consommateur que ce produit, même s'il est écologique, il apporte quelque chose au consommateur lui-même. Deuxième point, la question des effets rebonds. C'est vrai que là aussi, on peut avoir parfois des lectures un peu de surface en pensant que ça c'est écologique, ça c'est bien, ça c'est une action durable, etc. Et puis quand on regarde de tout près, et c'est ça le conseil, c'est vraiment avoir aussi cette réflexion globale, approfondie, aborder le sujet de tous les côtés. Concrètement, je donne l'exemple du marché de la seconde main. Ouais, on en parle beaucoup. À première vue, Vinted et compagnie, c'est magnifique. C'est une alternative au marché des produits neufs et donc on peut se mettre dans cette posture en tant que consommateur de se dire ok, là je fais les choses bien, j'achète moins du neuf, je contribue à allonger le cycle de vie des produits, donc j'achète de l'occasion. Or, ça on a fait des recherches là-dessus, c'est très intéressant d'observer comment ces achats de seconde main vont aller nourrir le marché du neuf. Donc on est vraiment, et notamment à travers des comportements, et c'est vrai, il y a des effets d'indulgence, ça veut dire les gens se mettent déjà dans une posture favorable en se disant j'ai fait ma part du job, je suis déjà dans une posture écologique en privilégiant des produits de seconde main, et donc je vais me lâcher. Après je compte plus, je vais plus réfléchir, et donc je vais acheter sur Vinted, à je vais à ce prix-là, j'en prends deux, quoi, c'est ça. Exactement, et c'est là où les plateformes de seconde main, effectivement, aident quand même et favorisent ces comportements, parce qu'avec effectivement les achats de l'eau, les réductions de prix, les notifications qu'on va adresser aux consommateurs, tout est fait au final, parce que là on va hériter de ce marketing classique qui quand même encourage la consommation et l'adopter dans un univers qui est censé être durable. C'est quand même très, très intéressant. Et c'est comme ça qu'on aboutit au final à un bilan qui n'est pas si vert que ça. Donc c'est vrai que ces effets rebonds sont très intéressants à aborder et ça devrait faire l'objet aussi des études, voilà, de l'objet d'études des marketeurs dans les organisations. Qui est dans une boîte de B2B ici? Si vous pouvez juste lever la main. Voilà. OK. Donc il y a quand même beaucoup de B2C. Qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui sont dans le B2B? Alors, avant, je voudrais juste rebondir. Je ne te lâcherai pas. Oui, mais je vais revenir. Mais sur cette idée de Vinted, enfin, moi, je vois deux effets majeurs quand on regarde. Le premier, c'est que ça développe de la consommation. Ça pousse à la consommation, parce qu'on se dit, c'est facile, je vais pouvoir le remettre dans le circuit.
Et donc les gens qui revendent aussi facilement l'argent qu'ils ont récupéré, ils vont racheter de nouveaux vêtements, donc ils vont accélérer le flux d'achat. Le deuxième phénomène, c'est quand on regarde le relais ou ce genre de structure-là qui récupérait des vêtements de qualité, qui pouvaient remettre et donc avoir un rôle social avec ces vêtements-là, se retrouve plus qu'avec la lie des vêtements, ou en tout cas les trucs les plus pourris, qui fait qu'on alimente moins ce marché-là de produits qui avaient un certain niveau de qualité. Donc ça a un double effet, un effet de surconsommation d'un côté, et ça a un effet aussi pas très bon au niveau social. Donc les effets rebonds, effectivement, c'est super important. Je reviens sur ma question pour ceux qui sont dans le B2B, justement. Comment ça s'applique, ça ? On fait quoi ? Alors, on fait quoi ? Il y a beaucoup de choses. Moi, nous, c'est des sujets qu'on adresse chez Sigma de façon multiple. Il y a la question de l'offre, déjà. Donc, le premier sujet, c'est regarder nos offres et quels sont leurs impacts concrets. Le truc, c'est de fuir tout ce qui est greenwashing. Donc, comment on rend concret les choses et qu'est-ce que chacune de mes solutions peut apporter, en plus de la performance économique. Encore une fois, moi, je vois qu'il y a deux leviers majeurs qui font qu'on fait aujourd'hui. On fait une étude, on a monté chez Sigma un baromètre du numérique responsable. On a lancé ça l'année dernière. On est en train de faire la deuxième mesure aujourd'hui pour voir comment les gens réagissent face au numérique responsable. Qu'est-ce qu'ils en font et où est-ce qu'ils en sont, où est le degré de maturité. On voit très bien qu'il y a deux leviers qui font bouger les gens. C'est un, ça me permet de faire des économies ou ça me permet de gagner de l'argent. Et deux, je suis poussé par le réglementaire. Après, si en plus c'est bon pour la planète, c'est bien. Donc, retournons le paradigme et regardons un peu les solutions. Qu'est-ce que nos solutions peuvent apporter, et pas simplement en discours, mais qu'est-ce que concrètement elles apportent. Et comme je pense que les deux sont liés, l'un peut apporter à l'autre, c'est important. Après, quand on est au marketing, nous, on a lancé quelques travaux simples. Je pense qu'on peut démarrer par des choses assez basiques. C'est son site web. On parle de numérique digital, mais son site web. On peut très bien... moi, je suis en train de refaire le site web pour faire un site éco-conçu. Éco-conçu, ça veut dire qu'il faut repenser, est-ce que j'ai besoin de chacune de mes images ? Quel est le poids de mes images ? On a tendance maintenant, on ne se pose plus la question du stockage, parce que le stockage ne coûte rien, mais finalement, ça coûte. Le stockage, c'est la fabrication de matériel. C'est une dette. C'est une dette qui est super importante. Quand on fait la frise, chaque collaborateur chez nous fait la frise du numérique, regarde un petit peu l'impact du numérique, la fresque du numérique, et on voit très bien qu'il y a un impact très important. Et donc, quand vous avez toute la chaîne, nécessairement, ça vous oblige à réfléchir à tout ça. Donc, moi, je serais intéressé par regarder, par exemple, qui a déjà mesuré l'éco-index de son site web. Je ne sais pas. Il y en a qui le font. Qui mesure l'éco-index de son site web ? Voilà, c'est bien, il y a quelques personnes qui le font. Bravo. C'est super. C'est bien, bravo. Et on est en train de retravailler, nous, tout ça. Et quand je parle de... là, je suis toujours gêné par le mot durable parce qu'on a tendance à l'associer au green. Mais refaire un site web éco-conçu, c'est aussi repenser au social. On a 15% de la population qui a un handicap aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos sites web et nos solutions, y compris mes logiciels que je vends à mes clients, mais aussi mon site web, pour qu'ils soient accessibles à tous. On a 8 ou 10% des hommes qui sont daltoniens. Comment on s'assure que quand ils naviguent sur notre site, ils peuvent voir les choses proprement ? C'est plein de petites choses comme ça, mais l'éco-conception, c'est aussi penser à ça. C'est pas juste penser à « je réduis la taille de mon site », mais ça veut dire qu'il faut renoncer à un certain nombre de pages. Donc encore une fois, on revient aussi aux fondamentaux. On a tendance à vouloir faire du contenu pour du contenu, faire du SEO, là, on en rajoute. Est-ce que c'est bien utile tout ça ? Est-ce qu'on ne peut pas recondenser, retravailler ces mots-clés plus performants ? Donc voilà, il y a tout ce travail-là qui est en fond et qu'on est en train de refaire pour un nouveau site qui arrivera d'ici la fin de l'année. Ouais, donc c'est un travail de fond, ce que j'entends. Tu nous parlais tout à l'heure, Silem, de la triple valeur économique, environnementale, sociale. Valeur consommateur. En B2B, ça s'applique comment ? La valeur étendue. Pardon. La question, c'est sur la valeur étendue. Comment on s'y prend en B2B quand on parle d'environnemental, d'économique et de social ? Alors, ça va me permettre de peut-être revenir effectivement un tout petit sur un aspect lié à cette valeur étendue. Et c'est là où ça peut peut-être offrir quelques pistes de réflexion pour les marketeurs, y compris en B2B.
lors du processus de création de valeur, il y a bien évidemment des parties prenantes à satisfaire. Et le plus souvent, ces parties prenantes ont des objectifs, des motivations, des intérêts qui peuvent être conflictuels. Et c'est vrai que là, effectivement, il faut gérer ces divergences dans les intérêts. Et jusque-là, c'est vrai que la question de l'environnement et de la société, ou ce volet environnemental et social, n'a pas été considéré vraiment dans cet arbitrage entre les différents intérêts. Et c'est vrai aujourd'hui, ce qu'on prône, c'est vraiment de considérer l'environnement et la société comme une partie prenante à part entière. Ça veut dire que dans le cas de divergence entre les intérêts de différentes parties prenantes, on peut très bien trancher en se basant en mettant en priorité l'intérêt environnemental ou l'intérêt de la société. Et c'est vrai, ça peut peut-être aussi aider les marketeurs et l'organisation au sens plus large à trancher, à se dire au final, voilà, ce qui va compter, c'est avant tout, par exemple, la préservation de l'environnement, la préservation de telles ressources. Par exemple, effectivement, dans le durable, on prend en compte à la fois l'aspect environnemental et social. C'est pour revenir aussi à cette notion de développement durable qui, à la base, effectivement, considère les deux volets. Et donc, effectivement, je pense que c'est important aujourd'hui de considérer, voilà, pour peut-être juste résumer, considérer l'environnement et la société comme une partie prenante qui entre aussi en jeu dans cet arbitrage entre les différents intérêts des différentes parties. Très clair. Votre mot de la fin à tous les deux, Emmanuel, ton mot de la fin. Mot de la fin, moi je reviendrai sur cette notion de marketing durable. J'aime pas trop cette notion de marketing durable finalement. On a travaillé beaucoup le vocabulaire quand vous devenez entreprise à mission. La définition de votre raison d'être, c'est quelque chose qu'on a mis presque 9 mois à coucher. Chaque mot a été pesé. Du coup, ça nous a permis de sortir sur une nouvelle baseline. On a essayé de la faire la plus courte possible pour avoir les bons mots. Là aussi, chaque mot a été pesé. Et le mot qu'on a préféré, c'est le mot impact. Et le mot de la fin, je dirais, faire du marketing à impact. Ça me paraît plus pertinent. Ça nous permet d'embarquer cette notion d'impact environnemental, social et économique, parce que la clé de voûte, ça reste quand même l'économique, pour amener de la valeur à tout le monde. Okay. Marketing à impact, CM, ton mot de la fin ? Alors par rapport à marketing à impact, c'est vrai que là, il y a la question de la spécificité culturelle qui est fondamentale. Alors moi, je me suis amusée à regarder un peu à Hong Kong, au Canada, dans différents pays. Et c'est vrai, au Canada, par exemple, c'est le terme, même sur le plan de la recherche, les collègues académiques, c'est le terme qui est le plus souvent utilisé, donc marketing à impact. Je pense aussi aujourd'hui, ici en France notamment, voilà, si on préfère continuer à avoir ce qualificatif de durable, même si j'espère qu'un jour, effectivement, on va parler de marketing tout court, un marketing qui implicitement intègre ces enjeux de durabilité et on n'aura pas besoin effectivement de marteler encore cet adjectif, que ce soit dans le cadre de nos cours ou dans les universités, les écoles, que ce soit aussi dans les organisations. Et peut-être voilà, un dernier élément pour conclure, l'importance finalement qu'a le marketing, le pouvoir qu'il y tient. Et c'est vrai, à la fois, c'est un double tranchant parce que un exemple très rapide, une enquête récente de l'ADEME et OPSECO qui montrait que 77% des Français considèrent qu'ils adoptent déjà un comportement sobre. C'est un chiffre qui interpelle. On se dit comment c'est possible. On a quasiment tous les Français qui sont déjà sobres. C'est quand même, voilà, c'est un chiffre. On voit clairement que ça ne correspond pas à la réalité. Et ça, c'est ça aussi le lien à faire avec les actions marketing. C'est vrai, quand on est sur une communication, par exemple, qui va exagérer les bénéfices des petits gestes, ça peut donner l'impression aux citoyens tout court qu'effectivement, on fait déjà énormément. Et ça peut freiner les efforts qui sont attendus pour aller plus loin. Super, merci à tous les deux. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, j'en retiens marketing à impact environnemental, économique et social. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et à très vite pour une prochaine conférence.